Vous écoutez les grands entretiens de la FAD, un balado du pôle d'expertise interordre en formation à distance. Les grands entretiens de la FAD rassemblent des personnes praticiennes et chercheuses qui s'intéressent à la formation à distance en enseignement supérieur. Dans cet épisode, nous nous intéressons au bien-être numérique comme composante de la compétence numérique des personnes enseignantes et étudiantes en formation à distance. Je m'appelle Charlotte Lemieux et je suis chargée de projet du volet veille, recherche et diffusion au pôle d'expertise interordre en formation à distance. Donc, en contexte de formation à distance, la surcharge d'informations, la multiplication des outils, la connexion permanente, la surstimulation cognitive et la désinformation peuvent avoir des impacts importants sur la santé mentale des personnes étudiantes et enseignantes. Aussi, tout le monde n'a pas le même accès, le même rapport au numérique. Les obstacles peuvent s'avérer particulièrement difficiles à surmonter pour certaines personnes. Quels impacts le développement de la compétence numérique peut-il donc avoir sur la santé mentale des personnes étudiantes et enseignantes en formation à distance? Et dans une autre perspective, est-ce que l'exigence de développer rapidement, constamment mettre à jour ces compétences numériques peut représenter une source de stress pour les personnes enseignantes et étudiantes en formation à distance? Donc, on aborde toutes ces questions et d'autres encore avec nos trois invités. Marie-Ève Arsenault, qui est travailleuse sociale. Donc, Marie-Ève a débuté sa carrière en centre jeunesse, puis elle a travaillé dans le milieu collégial et depuis 2022, elle travaille auprès des personnes enseignantes et étudiantes de la TELUC. Ensuite, Philippe Boucher, psychoéducateur, qui a également un bagage en centre jeunesse dans les écoles de niveau primaire et secondaire et au cégep. Philippe occupe depuis 2022 un rôle conseil au soutien des étudiants et étudiantes à la TELUC. Et finalement, Florent Michelot, professeur adjoint en technologie éducative à l'Université Concordia et professeur associé à l'Université de Moncton. Ses travaux de recherche s'intéressent notamment au développement de la littératie informationnelle en contexte numérique et aux impacts de la désinformation en ligne. Donc, bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc, pour vous, de quelle manière le bien-être numérique peut être considéré comme une composante de la compétence numérique en formation à distance? C'est une question qui est très intéressante. En fait, d'abord, on va essayer de déterminer en quoi consiste exactement la notion de bien-être. Il y a des grandes traditions dans la compréhension du bien-être. Je ne vais pas rentrer là-dedans en détail, mais globalement, on a une conception qu'on appelle hédonique. Ça, c'est on recherche le plaisir et on évite la souffrance. Puis il y a une conception qui est plus eudémonique, c'est-à-dire qu'on va chercher, développer son plein potentiel et finalement chercher à s'épanouir. Et lorsqu'on regarde finalement les différentes propositions qui sont faites dans la conception qu'on appelle le démonique, eh bien, il s'agit notamment, alors ça c'est Riff qui l'a proposé dans les années 80, on va chercher de l'autonomie, on va chercher des relations interpersonnelles positives, on va chercher à maîtriser son environnement. Donc quand on regarde des facteurs comme cela, on comprend bien que développer la compétence numérique, les compétences numériques dans leurs diverses facettes, on comprend bien que ça va nous donner finalement de la prise, des leviers pour développer notre autonomie, développer nos relations interpersonnelles. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu dans une forme d'empowerment en développant la compétence numérique. C'est que ça nous permet de faire en sorte que on ne reste pas passif face à un outil qui nous dépasse en quelque sorte. On ne va pas se contenter de suivre ce que les médias sociaux nous imposent, entre guillemets, de faire par le biais des algorithmes. On va avoir des moyens de prendre ça avec un peu de recul et éviter justement, par exemple, d'aller chercher ces relations un petit peu néfastes qui consistent à cliquer sur des rires parfois un petit peu narquois, avoir des commentaires un petit peu négatifs qui vont faire en sorte qu'on va avoir des relations interpersonnelles négatives. Donc, avoir cette réflexion sur la façon dont le numérique se constitue et comment on peut évoluer à l'égard de cela, ça va nous permettre, en bout de ligne, potentiellement d'avoir un impact sur notre bien-être personnel, physique, mental, dans le monde numérique. J'aimerais peut-être ajouter aussi au niveau du bien-être, on parle de santé, santé mentale évidemment qui est reliée à travers ça, puis le sentiment aussi de face à
le sentiment qu'on a face à justement le développement de ces technologies-là qui nous arrivent rapidement, qui se développent rapidement, puis ça fait évidemment écho au sentiment de compétence ou d'incompétence qu'on peut avoir face à justement cette technologie qui se développe. Puis c'est sûr que toute personne qui fait face à de la nouveauté, qui fait face à ces choses-là qui évoluent rapidement, donc on n'a pas l'impression de pouvoir s'adapter aussi à tout ça, mais ça amène l'individu à se sentir justement dépassé, peut-être incompétent, moins en équilibre avec son environnement, donc ce qui produit justement ce sentiment-là de moins de moins se sentir, disons, ajusté et donc qui va accentuer peut-être le moins le sentiment d'incompétence, le sentiment d'être moins en équilibre avec tout ça. Donc, ça vient toucher directement probablement le sentiment de bien-être global, là, si on se fie au sentiment d'équilibre qu'on peut avoir face à tout ça. Sans compter, bon, on a parlé du stress que ça pouvait engendrer. Hein. C'est sûr que toute nouvelle notion, toute nouvelle chose qui arrive dans nos vies, il faut s'adapter à ça. Puis ça risque d'engendrer, veut pas, du stress. Hein? Puis là, après ça, comment on mobilise notre énergie causée par le stress, tout ça, c'est là que ça devient aussi intéressant de voir comment qu'on peut se sentir en adaptation, se sentir adapté face à tout ça et comment on peut arriver à retrouver un sentiment d'équilibre là, face à cette nouveauté-là. Fait que le bien-être, c'est sûr que, puis j'aime bien, Florent, quand tu dis, c'est un paquet de facteurs, hein, ça vient toucher, puis il y a plein de facteurs aussi qui sont externes à la personne. On a beau essayer de s'adapter, essayer de développer justement son sentiment de compétence, tout ça, mais on a aussi des limites qui nous sont propres, des limites personnelles face à tout ça. Une histoire, une historique qui est pas la même non plus pour tout le monde. Donc, quand on arrive dans des études universitaires ou autres, et par exemple, on est un étudiant de première génération qui arrive, qui doit s'adapter à plein de choses, ou simplement quelqu'un qui retourne aux études, ça va être des réalités totalement différentes aussi, mais il reste qu'ils doivent s'adapter aussi à ce nouveau contexte-là. Puis malheureusement, on part pas toujours du même endroit. Donc c'est aussi à tenir compte, je pense, dans ce sentiment-là de développer des compétences, de se sentir en équilibre. C'est tout un contexte aussi qui va faire en sorte là, qu'on va réussir à plus ou moins s'adapter à cette réalité-là. OK. Moi, j'ajouterais, si tu me permets aussi, Charlotte, j'ai beaucoup retenu le bout de Florent qui parlait de relations interpersonnelles aussi au niveau du bien-être. Donc, c'est sûr qu'en contexte de formation à distance, c'est un enjeu, tu sais, ici, que les établissements ont de la difficulté à aller chercher selon le contexte. Je vais parler pour la TELUC. Nous, c'est complètement à distance. Donc, c'est sûr que c'est un élément qu'on voit aussi qui est à travailler au niveau de la santé mentale des étudiants qui reviennent aux études. Ils ont moins ce contexte-là de relations interpersonnelles, donc ils sont très, très, très ciblés dans leur autonomie. Donc, s'appuyer sur eux-mêmes. Donc, quand on ne maîtrise pas les compétences ou les outils numériques en contexte de formation à distance et qu'on n'a non plus pas de réseau qui vit un peu la même chose que nous, donc c'est sûr que ça peut ébranler un peu ça aussi. Donc, ça me faisait penser à ce bout-là. Ça me fait penser, en fait, on parle du bien-être comme du bien-être numérique comme une composante de la compétence numérique, mais que je vous entends parler, puis je me pose la question, par où est-ce qu'il y a une porte d'entrée privilégiée? Est-ce qu'on passe d'abord par la compétence numérique? Est-ce qu'on développe les compétences liées à l'usage des outils numériques pour favoriser le bien-être? Ou est-ce qu'on développe des compétences du point de vue de de tout ce qui relève du bien-être numérique pour aller vers un développement des compétences, ou en tout cas, comment on conçoit l'articulation des deux? Moi, j'ai une piste parce que quand on s'est rencontrés pour aborder le sujet du balado, j'ai beaucoup réfléchi. Il y a quelques années, avant de travailler en contexte à la TELUC, j'aurais peut-être dit l'inverse. Mais pour le voir au quotidien avec nos étudiants, qui sont souvent des étudiants soit de première génération ou qui sont en retour aux études après plusieurs années et qui ont complètement perdu le fil par rapport aux compétences numériques, aux outils, à la technologie qui évolue, ça les fragilise au niveau de la santé mentale. Donc, j'aurais tendance à dire, puis là, peut-être que je changerai d'idée en entendant mes collègues d'ici la fin de... Mais je pense qu'on doit travailler la compétence des outils numériques comme composante du bien-être pour être capable d'aller vers la réussite. Je pense, de ce que je vois. Mais tu sais, là, je suis dans le doute. L'intelligence, c'est le doute. Donc,
J'aimerais entendre mes collègues, mais je pense que oui, je pense que plus nos étudiants maîtrisent les outils, moins ils sont fragilisés par cet élément-là au niveau de la santé mentale. Donc, c'est pas un irritant pour eux. Tu sais, ça va assez vite pour eux pour être capable de maintenir le rythme. Donc, il n'y a pas cette composante-là au niveau de la santé mentale qui les dérange, je pense. J'ai le goût de dire en complément que c'est un tout également, hein. C'est sûr que c'est deux façons de voir, mais qui sont complémentaires à mon avis. C'est sûr que d'outiller la personne ou qu'elle se sente de plus en plus compétente avec ces outils numériques, ça va certainement l'aider à enlever justement des dimensions de stress, des dimensions d'imprévisibilité, des dimensions de pas avoir le contrôle, etc. On est effectivement là-dedans. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui se sent complètement dépassé ou qui a pas l'estime de soi nécessaire pour affronter tout ça, disons que il faut aussi aborder, j'ai le goût de dire en parallèle, cet accompagnement-là qu'on peut faire à cet individu-là pour qu'il prenne confiance en ses moyens, pour qu'il veuille aller au-delà peut-être, puis qu'il ait l'énergie ou le sentiment de dire ben oui, j'ai ce qu'il faut aussi pour continuer d'avancer à travers ça. Donc, c'est sûr que la dimension plus bien-être psychosocial ou lui donner aussi ses outils, ses partenaires, lui expliquer aussi que la santé mentale, ben, c'est global. Donc, oui, on peut développer les compétences numériques, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il faut aussi accompagner cette personne-là pour lui donner du moins l'espoir ou pour lui donner du moins qu'elle croit assez en elle pour dire oui, je peux aller vers ce développement-là de compétences aussi et j'ai les outils aussi pour aller vers ça. Donc, j'ai l'impression que c'est en allant dans les deux tableaux en parallèle qu'on va réussir à faire en sorte que la personne se sente de plus en plus en bien-être, en tout cas face à cette situation-là. Ouais, j'aurais tendance à être plutôt dans cette perception-là. Je suis pas certain qu'on ait affaire à des concepts, à des choses qui sont imbriquées l'une dans l'autre. En revanche, par contre, on a clairement un effet de... Ils s'alimentent l'un l'autre. Ils vont s'alimenter l'un l'autre. Puis, si on revient à ce que nous disait Bourdieu là, sur la question des capitaux économiques, sociaux, culturels, je pense que les francophones européens vont davantage parler de culture de l'information, culture des médias, culture du numérique, plutôt que de parler de littératie, de compétences. Puis moi, je trouve que c'est intéressant cette approche-ci parce qu'elle nous force aussi à prendre un pas de recul. Je fais un long détour, mais j'ai quand même revenir sur mes pattes, rassurez-vous. C'est important d'avoir cette notion de culture, je crois, parce que bon, pour plein de raisons, puis notamment pour des raisons de curriculum scolaire, etc., mais pas seulement. Lorsqu'on parle de compétences numériques, on va surtout encore penser aujourd'hui à savoir utiliser un ordinateur, un iPad. Ben non, il n'y a pas que ça. Et donc, parler de culture, ça nous force aussi à comprendre comment fonctionnent les médias. C'est quoi les forces économiques en présence? Comprendre que Facebook ne fait pas de la philanthropie en nous offrant un outil social gratuit, c'est parce qu'il y a des intérêts économiques derrière, et j'ai envie de dire depuis quelques semaines maintenant, des intérêts politiques qui sont aussi sous-jacents. Donc, former au numérique avec une compréhension beaucoup plus large, ça nous force aussi à développer des citoyens éclairés sur ces sujets-ci. Et pour revenir à la question des capitaux socio-économiques culturels, Bourdieu, puis la sociologie nous a bien montré que c'était un outil de classement ou déclassement terrible. Le fait de ne pas avoir les compétences pour aller, pas se sentir compétent pour aller au théâtre, la vieille façon de concevoir la culture, ça faisait en sorte que des personnes qui, même si elles avaient des bonnes études, ne se sentaient pas en mesure de progresser dans la société. Et ben, je pense qu'on doit aussi comprendre le numérique comme ça aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas cette culture numérique, qui n'est pas en mesure d'évoluer de façon, j'ai envie de dire, très large avec ces outils de création, de discussion, de débat, de partage, etc., va potentiellement pouvoir se sentir déclassé. Et par conséquent, avoir ce regard plus large sur le numérique, je pense que ça va nous permettre, si tant est qu'on réussit à former correctement nos élèves et nos étudiants, ça va largement contribuer à faire d'eux des citoyens actifs dans la société.
Est-ce que ça m'amène à, en fait, puisque Philippe et Marie-Ève, vous travaillez à la TELUC, là, est-ce que vous avez l'impression que ce sentiment-là de déclassement est plus susceptible d'être ressenti par des personnes qui s'engagent dans des études à distance? Parce que est-ce que en fait, les personnes étudiantes, c'est plus fréquent à la TELUC, par exemple, que ce soit des gens qui font de la formation continue, qui sont pas allés à l'université depuis très longtemps, ou qui sont, tu parlais, Florent, de culture du numérique, là, mais des gens qui n'ont pas cette culture du numérique, justement. J'ai une piste rapide, mais à la TELUC, on a comme une clientèle, ou j'aime pas dire clientèle, mais des étudiants qui sont très différents. Donc, on va souvent, majoritairement, on a des étudiants en retour aux études, donc on les appelle toujours ensemble en équipe nos travailleurs étudiants. C'est souvent des étudiants qui ont un travail à temps plein, qui effectivement viennent chercher des études de surplus, là, qui vont aller peaufiner certaines choses. Donc, on va avoir des étudiants adultes qui vont avoir un travail à temps plein, donc qui vont tourner autour d'un paquet de choses, mais on va avoir aussi des étudiants un peu plus jeunes. Fait qu'on va avoir plusieurs types de générations dans nos étudiants. Donc, des fois, on va avoir des étudiants très jeunes qui sont en contexte de formation à distance parce que c'est facilitant pour eux, ou soit parce qu'ils ont des enjeux au niveau de l'anxiété, donc au niveau d'aller en présence, ça va les challenger, excusez-moi l'anglais. Donc, on a de toutes sortes. Fait qu'on on va voir nos étudiants qui sont en grande maîtrise de leurs outils numériques. Et on va avoir complètement le contraire, des étudiants plus âgés qui sont en retour aux études, qui maîtrisent pas du tout les numériques, puis la dernière fois qu'ils sont allés aux études, par exemple, prenaient des notes papier de façon très... C'est correct, hein? On aime bien aussi démystifier ça en équipe avec nos étudiants. C'est correct si on aime encore le papier. On aime aussi reconnecter nos étudiants à leur méthode à eux. Mais c'est sûr qu'en contexte d'études à distance, tout est numérique, tout est plus facile pour eux d'accès, les stratégies d'études, d'organisation. Donc, c'est ça ma première piste de réponse. Et nous, on a un peu de tout à la télé. Je sais pas pour les étudiants campus à Concordia, Florence, ça ressemble à quoi, mais j'imagine c'est ça, tu sais, c'est très large, mais on a majoritairement des travailleurs étudiants chez nous. Oui, pour répondre à ta question, en éducation au premier cycle, c'est certain qu'on a d'abord et avant tout des étudiants qui sortent du cégep. Hein. Donc, on a quand même des étudiants qui sont en général très techno, qui utilisent leur cellulaire, leur tablette, leur laptop. Au cycle supérieur, ça commence à être un peu plus diversifié. Puis en même temps, comment je pourrais dire ça? On voit aussi que le fait d'utiliser le numérique, notamment pour la prise de notes, le suivi des cours, etc., c'est pas forcément fait je vais dire de la bonne façon, c'est pas le bon terme, vous m'excuserez, mais c'est pas forcément la façon la plus efficace. Suivre ses cours en prenant des notes sur son cellulaire, oui, ça correspond à des usages qui sont certainement très très bien intériorisés, qui font certainement très bien. Est-ce que ça veut dire que c'est nécessairement plus efficace que de prendre des notes sur papier? Ça reste à démontrer. Ça reste à démontrer. Donc, voilà, des stratégies très, très crayon papier. Si elles fonctionnent, tant mieux, gardons-les. Puis, je vais faire un petit statement politique éventuellement, mais de toute façon, il va falloir qu'on soit dans une logique de rematérialisation, finalement, de dénumérisation au cours des prochaines années, des prochaines décennies, pour des raisons environnementales. On se cache encore derrière notre petit doigt, mais le tout numérique en classe ne pourra pas fonctionner. Des réseaux énergétiques, etc. Tout ça pour dire qu'il va falloir qu'on soit dans une décroissance du numérique. Alors, évidemment, en formation à distance et en formation présentielle, ce ne sera pas de la même façon. Mais il va falloir se poser ces questions-ci. Et comment on peut imaginer ça, une décroissance numérique en formation à distance? C'est tout le défi, hein, en même temps, parce que tous les outils sont là-dessus. Puis j'aimerais ça rebondir aussi sur quelque chose. J'ai l'impression que
on a tendance aussi peut-être à surestimer la maîtrise des outils technologiques par nos jeunes étudiants là, pour avoir travaillé au niveau justement collégial pendant un certain temps. On se dit, bon, ils maîtrisent ça, eux, hein, la technologie, ils sont sur les médias sociaux, tout ça, mais jusqu'où le maîtrisent vraiment, là, s'il y a vraiment une maîtrise de leur part, ils sont parfait pour aller sur TikTok, Instagram, des choses comme ça, mais d'utiliser les outils, par exemple, dans un cadre d'études ou dans un cadre vraiment organisationnel, ce qu'on s'aperçoit ou ce que je m'aperçois dans la petite pratique en côtoyant les étudiants qui nous consultent, c'est que ça semble être justement, on a tendance à surestimer leur capacité d'utiliser tout ça. Fait que des fois, il faut reprendre à la base aussi des outils correctement, de leur montrer les avantages de ces outils-là. Fait que j'ai l'impression que là, à ce niveau-là, en les prenant tels qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont, ben, on peut les amener aussi à développer les compétences réelles dont ils ont besoin pour avancer dans le système d'éducation, surtout à distance. Parce qu'on les voit aussi, les étudiants qui arrivent, ils disent, bon, ben, j'ai des livres à lire, tout ça. Parfait, ils font leur lecture, ils prennent des notes à part, tout ça, mais si justement ils maîtrisaient peut-être un peu mieux tous ces outils-là, ils pourraient au moins être en mesure de retrouver leur sentiment d'équilibre par rapport à ça, comme quoi que oui, ils ont des façons à eux d'apprendre, puis peut-être que ça passe justement par euh, en enlevant un peu de La décroissance. l'importance, c'est ça, la fameuse décroissance dont on parlait, c'est peut-être une façon aussi d'y arriver, de dire que de les réconforter, comme quoi qu'il y a des outils qu'ils possèdent, qui maîtrisent et que c'est peut-être mieux d'aller là-dedans plutôt que de tenter de développer ou de surdévelopper quelque chose qui, pour eux, ne leur parle pas trop. Mais c'est sûr, dans un contexte à distance, tout est là-dessus. Fait que comment s'approprier le contenu d'un cours qui est complètement numérique, etc., ben ça devient peut-être justement un défi intéressant. Aussi, à l'inverse, chez nous, dans le contexte d'études à distance, parce que tu sais, quand on parle d'études à distance, il faut savoir qu'il y en a des différents. Là, on peut avoir certains cours en présence un peu à distance, mais chez nous, c'est complètement en études autonomes, asynchrone. Donc, pour nos étudiants, par exemple, ils vont nous dire souvent, mais moi, je suis très auditive ou je suis très, tu sais. Donc, c'est sûr que là, la compétence numérique devient intéressante pour eux parce que si on est capable de leur donner des outils numériques qui vont les aider à, par exemple, avoir accès à de la lecture assistée de leurs travaux, on va aller travailler aussi des nouvelles stratégies d'apprentissage qui n'ont pas accès dans le contexte d'études à distance asynchrone. Donc là, on va aller favoriser quelque chose. Les étudiants vont dire, oh mon Dieu, je savais pas que ça existait, la lecture assistée, par exemple. Et là, on vient de changer leur vie parce qu'il y a quelque chose qui, pour eux, au niveau auditif, devient aidant. Donc, je pense que c'est vraiment un équilibre. Je trouve ça intéressant parce que notre discussion va dans ces deux sens-là. On est dans vraiment un équilibre et dans tout, je pense qu'on a la difficulté au niveau de la société à être en équilibre. Hein. On est très, très peu nuancé. C'est difficile de se retrouver dans un milieu. Puis on dirait que c'est ça que j'entends aussi de notre discussion aujourd'hui. C'est drôle hein, parce qu'on parle aussi d'accommodement, on est en train de parler aussi de l'accommodement pour les étudiants, par exemple, qui ont des défis particuliers, en leur offrant, par exemple, des outils adaptés à leur situation. Et c'est souvent par le numérique que ça doit passer encore là, hein, des outils d'aide à la lecture, aide à l'apprentissage, à la correction, etc. Et c'est tous des outils qu'on a version numérique aujourd'hui. Fait que ça accentue des fois aussi, ou ça pourrait accentuer ce fameux décalage-là de dire c'est des étudiants qui ont des déficits déjà, de dire, ben non seulement tu dois composer avec ton déficit, mais les outils qu'on t'offre pour pallier ce déficit-là, ben sont aussi de façon numérique. Donc, ça les amène à avoir à apprendre en plus à utiliser ces outils-là pour se sentir à niveau, puis pour développer leur sentiment de compétence et favoriser leur réussite aussi. Fait que c'est un défi qui est quand même important, je trouve, pour des étudiants qui en ont peut-être déjà plus de défis que d'autres, que de s'approprier des outils comme ça. Même si à long terme, on croit qu'effectivement, ça peut les aider. Par exemple, quelqu'un qui a un déficit visuel et autres, ben c'est sûr qu'en s'adaptant aux fonctions vocales, etc., ça va l'aider. Mais de faire cette transition-là, c'est sûr que ça occasionne du stress, que ça occasionne un paquet de sentiments de dévalorisation à la limite qui peuvent
qui peuvent peut-être mener à, bon, justement, là, je regarde au pire, mais que ça peut amener à ce moment-là au sentiment de dévalorisation, d'abandon, puis de dire, ben, c'est pas fait pour moi, les études. Si on va au bout du cheminement, là, des fois, ça peut justement occasionner même euh, ça peut occasionner ce sentiment-là de décalage, mais ce sentiment de souffrance-là, dans le fond, ou de décalage qui dit, ben, je suis pas en mesure parce que je suis dépassé par la techno. Fait que ça peut tout simplement accentuer aussi là, ce sentiment-là de détresse, je dirais, ou de moins bien-être. C'est super important, il faut vraiment qu'on revienne vraiment, c'est ça, au développement d'une compétence numérique de base. Et Philippe, tu l'as bien évoqué, on perçoit malheureusement encore beaucoup trop aujourd'hui le fait que les jeunes, comme si c'était un continent unique, étaient bons avec le numérique. Ça, c'est l'une des, je vais pas dire des gros mots parce qu'on est enregistré, puis ma mère aimerait pas ça. Parler des digital natives, des natifs du numérique, encore en 2025, c'est une absurdité sans nom. Ça a été démonté des centaines de fois. Ce n'est basé sur rien du tout. Les jeunes ne sont pas spontanément bons avec le numérique. Savoir utiliser Candy Crush, le téléphone de sa mère à 8 ans, ça fait pas de vous un enfant qui est bon avec le numérique, loin s'en faut. Et malheureusement, je ne suis pas certain que le système éducatif au sens large, puisse jeter à personne, a pris conscience du fait que il y a ce gap-là qui reste encore énorme à surmonter. Et là, ce serait intéressant peut-être de regarder davantage, mais j'ai l'intuition que des personnes qui suivaient des cours à la TÉLUC au début de la numérisation étaient peut-être des vrais technos, c'est-à-dire des personnes qui étaient un peu geeks, qui avaient peut-être déjà démonté un ordinateur, qui avaient peut-être appris à coder avec du basique dans les années 80, tandis qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément des personnes qui ont de bonnes compétences numériques. Là encore, je ne devrais pas utiliser le terme bonne, mais des compétences numériques approfondies, qui se retrouvent finalement à devoir évoluer dans un environnement qu'on leur a pas forcément appris à maîtriser à un moment dans leur vie, et avec tout ce que ça a de délétère par la suite. Donc, sentiment d'incompétence, ou bien, j'ai envie de dire, comportement inadéquat. Je reviens encore à la question des relations interpersonnelles en ligne. On prend ça pour acquis, mais voilà, c'est des relations de sociabilité qui sont très différentes de ce que on vit dans la vraie vie, dans le monde physique. Comment développer ces choses-là? Est-ce qu'il y a un paraverbal qui doit être spécifiquement développé lorsqu'on écrit sur un forum de cours? Donc ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et je ne suis pas certain que notre système de formation, à l'heure actuelle, au secondaire, au collégial, à l'université, soit adéquat. Moi, ça me fait penser quand même, en fait, ben, quand on parle du fait que les plus jeunes qu'on a tendance à considérer comme maîtrisant forcément le numérique parce qu'ils sont nés dedans, si on considère le bien-être numérique, je nous ramène à cette notion-là comme une composante de la compétence numérique. Est-ce qu'on pourrait pas constater l'inverse finalement parce qu'il y a, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui favorisent le bien-être numérique qui sont vraiment mises en place par les personnes étudiantes, même par les personnes enseignantes aussi, là, si on va un peu plus loin, mais est-ce que les gens sont conscients des bonnes pratiques à mettre en place pour favoriser leur bien-être numérique? Je reviens à la question de la formation de la part des établissements. Ça devrait vraiment faire partie des cours 101 lorsqu'on arrive au post-secondaire, au collégial, à l'université. Voilà, il faut qu'on, ne serait-ce que découvrir des environnements numériques d'apprentissage, ça reste quand même complexe. Moodle, en plus, Moodle a encore été développé à la base, non pas par des pédagogues, mais par des informaticiens. Donc, il y a un espèce de désalignement au niveau du design qui fait que à la base, c'est pas orienté utilisateur. Hein. C'est orienté vraiment très informatique, ce qui fait que pour le commun des mortels, c'est pas simple de se retrouver dans une plateforme comme celle-ci. Toutes les universités, pour ainsi dire, utilisent en Moodle, alors que les cégeps sont encore sur Omnibox ou des choses comme ça. Il y a un décalage. Et là, on arrive à l'université, on a un Moodle. Alors, c'est vraiment une machine qui est increvable, Moodle. Mais c'est très compliqué, pardon, à comprendre. Et donc, considérer qu'on doit savoir l'utiliser du jour au lendemain, ça semble complètement aberrant. Et puis, effectivement, tu le disais, Marie-Ève, sur la question de la suite Office, par exemple, il y a plein de fonctionnalités qu'on découvre encore parmi les étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui ne sont pas maîtrisées. Faire un saut de page,
pas de l'astrophysique, on devrait pouvoir savoir le faire assez relativement tôt, savoir générer des tables des matières automatiquement, c'est-à-dire sans mettre soi-même les numéros de page, ça devrait être maîtrisé lorsqu'on arrive à la maîtrise. Malheureusement, c'est pas le cas. Et on est toujours avec cette mentalité du fait que les digital natives, ils avaient leur premier cellulaire à 11 ans, donc ils vont savoir faire ça. Non, c'est stupide, c'est aberrant. À un moment donné, il faut que, en tant qu'établissement, en tant que pédagogue, on soit en mesure de fournir ces formations de base. C'est vrai que nos étudiants maîtrisent pas. Puis nous aussi, là, on fait souvent la blague, mais nous, quand on a un fichier Excel, je suis excellente, je pense, dans mon numérique, mais si j'ai un fichier Excel, je pourrais me désorganiser. Donc, je le maîtrise pas. Ce qui me fâche, c'est que je le maîtrise pas. Donc, si j'avais la maîtrise complète d'un fichier Excel, ben, j'aurais pas cette frustration-là, tu sais, donc, qui vient. Je n'ai jamais autant fait de suivi ciblé sur la maîtrise des compétences technologiques que depuis que je suis à la télé. On a énormément d'étudiants qui font des demandes. On se rend compte que quand on fait notre évaluation, on voit que l'enjeu de base est souvent, le début de l'intervention va commencer par est-ce que tu maîtrises les outils, ta plateforme de cours, tes outils d'organisation, de gestion du temps, ton environnement 365, Microsoft. Est-ce que tu connais OneNote? Donc, souvent, c'est là qu'on va aller tabler en début d'intervention pour après adresser d'autres enjeux qui pourraient être sous-jacents. Mais c'est fou comme c'est présent. Je trouve ça vraiment important aussi de parler du personnel qui fait face à des étudiants qui maîtrisent pas leur technologie, mais le personnel lui-même qui ne maîtrise pas totalement non plus. Fait que c'est sûr que tout le monde est sur les nerfs en bon français. Tout le monde est un peu anxieux face à cette nouvelle technologie-là parce que là, l'étudiant, on dit, ben, retourne-toi vers ton prof, mais ton prof, il est peut-être pas en mesure d'expliquer complètement non plus. Fait que c'est de l'incompréhension de part et d'autre à ce moment-là. Fait que l'idée que tout le monde ait des formations ou en tout cas un soutien à ce niveau-là, ne serait-ce que de base pour réussir à maîtriser ces technologies-là le mieux possible pour que tout le monde en parle, parce qu'on parle pas le même langage en fait, hein, puis c'est de se trouver ce langage commun-là qui est ou disons d'être conscient qu'on n'a pas tous ce même langage-là, puis de réussir à s'adapter en fonction de à qui on fait face. Donc c'est ça aussi, je pense, le défi. Fait que de dire d'être formé, j'aime aussi dire d'être sensibilisé à ce fait-là. Là, on a vu aussi toute l'intelligence artificielle qui arrive. À grands pas dans les portes des universités, tout ça, c'est sûr que la première réaction face à qu'est-ce qu'on connaît pas, ben ça engendre du stress, ça engendre un certain braquage, ça engendre donc toute cette incompréhension là, ben ça amène. Puis là, on a eu des discussions avec certains enseignants ou chargés d'encadrement qui se sentaient complètement dépassés et anxieux face à cette technologie-là qui arrivait, qui avait tendance à vouloir se braquer, mais en même temps, j'ai l'impression que le premier outil ou la première chose à faire, c'est de sensibiliser et de s'informer, puis de dire, ben, c'est quoi qui existe, c'est pourquoi ça existe. Quand on parle d'intelligence artificielle, je sais que c'est un gros morceau dans tout ça, mais c'est aussi ce qui cause beaucoup de stress et d'anxiété là, face à tout ça, quand on parle des tuteurs qui doivent, par exemple, évaluer quelqu'un, est-ce qu'il a ou non utilisé l'intelligence artificielle, puis de l'autre côté, on a un étudiant qui utilise ou non cette intelligence artificielle-là, qui amène, ben, est-ce que je vais être détecté? Est-ce que ça va être du plagiat? Est-ce que ça va être... Donc, tout ce contexte-là, j'ai le goût de dire, ça amène énormément d'anxiété, énormément d'incompréhension de part et d'autre. Donc, je pense que si on a à outiller, c'est non seulement les étudiants, mais aussi son personnel qui va être en mesure de répondre face à ces étudiants-là. Depuis une vingtaine d'années, on voit que le phénomène de l'anxiété aux études postsecondaires augmente. Ça, c'est très notable. Et puis certainement aussi probablement parce qu'on a ouvert un petit peu les yeux sur les problèmes de santé mentale, et tant mieux. Les universités, les établissements, les collèges en prennent conscience, tant mieux. Mais on voit aussi que sur le plan de la gestion des évaluations, ça commence à devenir problématique. Et on l'a vu notamment dans le cadre de la pandémie, où on a transféré toutes nos évaluations à distance. Et ça a été parmi l'une des grandes sources d'anxiété chez nos étudiants. Faire de nouvelles évaluations sur de nouvelles plateformes qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement, pour lesquelles ils n'ont pas forcément été habitués à utiliser certaines fonctionnalités,
Donc, beaucoup d'anxiété chez les étudiants, beaucoup d'anxiété de façon générale avec les évaluations. On voit que l'évaluation à distance crée de l'anxiété. On voit aussi que l'arrivée de l'IA crée de l'anxiété parce que certains aussi se demandent, ben, moi, je fais mon travail de façon, en tout cas, j'estime que je fais mon travail de façon honnête, respectueuse des considérations éthiques de l'université. Mes collègues le font pas nécessairement. Est-ce que je vais être pénalisé du fait que je l'utilise pas? Bref, il y a un gros morceau sans être nécessairement une question de bien-être. L'anxiété, évidemment, on comprend que ça peut y être, relié. Et là, je reviens encore toujours à la question de la formation. Hein. Il y a énormément de soutien qui doit être fourni à l'ensemble des interlocuteurs. Des étudiants, on en parlait tout à l'heure, effectivement aussi du côté des enseignants, mais il y a énormément de cracks dans nos chaises là-dedans. Parce que malheureusement, lorsqu'un problème d'anxiété survient dans un examen, qui va être le premier répondant? Pas forcément le prof, parce qu'il n'a pas nécessairement toutes les compétences pour se faire. Les TI sont débordés et c'est pas des pédagogues. Je veux dire par là que tenir la main d'un étudiant qui est en situation de stress, c'est pas simple. Et c'est malheureusement pas un développeur informatique qui va pouvoir faire ça de façon convenable. Est-ce que ça va être les travailleurs sociaux, les personnes qui travaillent, comme vous deux, notamment auprès des étudiants, qui n'ont pas forcément les compétences numériques pour se faire? Non. Donc finalement, quel est l'interlocuteur le plus adéquat? Là, on tombe vraiment dans une zone blanche qui est épouvantable. Et là, ça fait partie des éléments sur un plan organisationnel qu'il va aussi falloir adresser dans les différents établissements. Oui, qui doit être, j'appelle ça beaucoup d'interventions au niveau macro parce qu'il y a quelque chose à faire au niveau de. Mais je pense aussi, je reviens rapidement parce que Florent, on en a parlé, mais ça me fait beaucoup penser au sentiment de compétence. On a beaucoup parlé d'estime de soi, mais c'est important quand même de parler de la confiance en soi puis en ses capacités. Je pense qu'il faut que les étudiants aussi apprennent. Étudiants, je vais dire étudiants, enseignants aussi, employés, peu importe. On doit se laisser aussi la chance de se pratiquer, de se mettre en pratique, donc d'essayer des choses, de comprendre le processus numérique. Je vois ça aussi souvent, puis je pense que Philippe va être d'accord. Les gens ne se permettent pas de tester des choses, d'aller cliquer d'aller pratiquer certains outils pour. Je fais souvent la blague à mes étudiants, tu peux tester, ça va pas exploser parce que, tu sais, donne-toi la chance de faire de l'essai-erreur puis de pratiquer. Plus on va maîtriser, plus on va se pratiquer, plus on va développer notre sentiment de compétence et donc de confiance en soi et en nos compétences numériques. Ça revient, c'est la base de tout. Un enfant qui apprend à marcher est certainement pas confiant de pas tomber au départ, mais plus il se pratique, plus il devient confiant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses reliées au concept de la confiance en soi, pas nécessairement juste l'estime qui va représenter plus la valeur, mais de se donner cette chance-là de développer cette confiance-là parce que ça se fait avec la pratique. Et oui, les établissements doivent aussi mettre les choses en place pour que les gens puissent se pratiquer, mais je trouve ça important de soulever ce bout-là de confiance. Puis j'aime bien ce que tu dis parce que je pense qu'on est justement tous dans un contexte d'apprentissage, puis on n'a pas tous les mêmes façons d'apprendre. Parce que juste au niveau du langage qu'on utilise maintenant, avant on avait une difficulté, on avait un numéro de téléphone, on se parlait, on réussissait à trouver des façons à travers une discussion active, plutôt que là aujourd'hui c'est en tout cas de plus en plus orienté vers le courriel, les textos, ces choses-là. Donc c'est d'apprendre aussi à décoder ce langage-là puis à bien s'exprimer à travers ce langage-là pour obtenir ce qu'on souhaite. Donc puis ça aussi on a tendance à penser peut-être oui, tout le monde est capable d'envoyer un texto, mais il y a combien d'interprétations qui sont faites à travers ça différentes. Donc c'est ça aussi, ce nouveau langage-là qui doit aussi être appris, hein, de réussir à communiquer bien à travers un courriel ou puis de réussir à bien se faire comprendre, pas trop se faire interpréter et l'inverse, pas trop interpréter. Donc, tout cet apprentissage-là du nouveau langage, il faut se donner le temps aussi, puis ça concerne tout le monde, évidemment, parce que les interlocuteurs, c'est pas des monologues. Hein, on est en train de se parler. Donc, il y a vraiment des échos qui doivent se faire. Là. Donc, juste ça, puis de dire que juste cet apprentissage-là, veux pas, c'est encore là, je suis redondant peut-être, mais c'est de la nouveauté, ça amène encore une certaine source d'anxiété, tout ça, puis une certaine source d'incompréhension aussi de part et d'autre, dès qu'on maîtrise plus ou moins ce langage-là aussi, là. Je pense effectivement que l'accès aux outils numériques est
essentiel, particulièrement en contexte de formation à distance. On doit avoir une réponse. À la TELUC, on est quand même bien outillés, là. On a une équipe aux examens. On a vraiment, on sait, on est conscient qu'il y a des choses qui vont arriver rapidement en contexte. Puis nos étudiants font des examens en tout temps. Ils n'ont pas d'horaire nécessairement fixe. Donc, on est conscient quand même. Je pense que tout le monde peut évoluer et travailler, mais l'accès à un soutien numérique, je pense que ça va être pertinent, ça, de poursuivre ça à travers les années, puisque plus ça avance, plus on a des nouvelles choses, plus on doit développer. On pense à l'IA, on a rapidement développé des formations à la TELUC aussi pour nos étudiants, comment on utilise l'IA de façon éthique pour diminuer l'anxiété aussi, le stress relié à ça. Donc, je pense que c'est une des bonnes pistes pour les établissements de nous assurer d'avoir l'accès à ce soutien numérique-là. Là. Et j'allais revenir sur la confiance en soi qui vient d'être évoquée à l'instant. Tu sais, si on comprend la confiance en soi comme étant de l'auto-efficacité, je me sens capable de. Et puis il y a pas mal d'études finalement qui ont montré que oui, la confiance en soi, ça peut anticiper la façon dont on va performer plus tard, mais c'est d'abord et avant tout la façon dont on a perçu nos expériences passées. C'est une boucle. Hein. Ça alimente la façon dont on va performer plus tard, mais c'est d'abord et avant tout le reflet de notre réussite antérieure. Quand on fait des évaluations, aujourd'hui, j'ai envie de dire plus personne. Idéalement, plus personne ne devrait faire des évaluations sommatives, des examens, sans avoir fait des évaluations formatives en amont. On est d'accord là-dessus. Donc les étudiants, là encore, fassent essais-erreurs. T'as pas réussi, c'est pas grave, on va t'accompagner. C'est normal, tu es en apprentissage, la première fois, ça va pas forcément fonctionner. Mais on veut que tu sois en mesure de comprendre quelles sont les attentes par rapport aux compétences que tu es censé développer dans le cadre de ce cours-ci. Et là encore, ça, c'est symptomatique du fait que l'évaluation en ligne, pour revenir à ça, on n'a toujours pas pris conscience du fait que il faudrait aussi finalement une forme d'évaluation formative en amont pour s'assurer que eh bien, cette évaluation qui porte sur la matière en tant que telle, sur les compétences, elle n'est pas, hors sol. Elle vient dans un contexte spécifique, donc Moodle, Omnivox, peu importe. Elle vient sur des environnements numériques d'apprentissage spécifiques qui ont leur spécificité dépendamment du type d'activité. Est-ce que c'est un quiz? Est-ce que c'est un essai? Les fonctionnalités vont être tout à fait différentes. Donc, j'insiste là-dessus, il nous faudrait idéalement des évaluations formatives associées au cours, peu importe, mais qui permettraient de faire en sorte que les étudiants apprennent éventuellement par erreur quelles sont les différentes spécificités techniques de l'outil avec lequel ils vont devoir composer dans les prochaines années. Je rajouterais juste que je suis complètement d'accord avec tout ça parce que c'est sûr que c'est en expérimentant, hein, puis en faisant des essais-erreurs, comme on dit, ben, que la confiance en soi peut se développer parce qu'il réussit, il voit qu'il y a du succès donc dans quelque chose et ça le met en sentiment de confiance à ce moment-là pour la prochaine ou pour la situation réelle là, d'évaluation. Ouais, ou au contraire, ça marche pas, mais c'est pas grave, on va te prendre par la main, puis la prochaine fois, ça ira mieux. Mm-hmm. Exactement. Puis c'est sûr qu'au niveau des comme on disait tantôt, il y a des situations de détresse qui peuvent arriver justement en situation d'examen et autres. Puis je fais juste mettre l'accent là-dessus, comme quoi qu'effectivement, il faut que ces personnes-là, les premiers répondants, soient aussi outillés à faire face à cette situation-là, puis si c'est pas à eux de soutenir ces étudiants-là, ne serait-ce que de référer rapidement vers les bonnes ressources, santé mentale, etc. Parce qu'il faut savoir, hein, la santé mentale, c'est quand même relativement jeune au niveau des universités. Même si ça fait longtemps qu'on en parle, tout ça dans les milieux primaires, secondaires, collégial aussi, de plus en plus, mais il faut par exemple, à la TELUC, ça fait simplement 4 ans là, avec le développement du PASM, en fait, qui était qu'on a pu outiller les universités là, face à la détresse ou face à la santé mentale. Donc, tout ça aussi est nouveau, puis ça amène encore là un paquet de monde à devoir s'adapter à cette nouvelle situation-là. Il n'y a pas si longtemps, dans la tête des enseignants ou des chargés d'encadrement, tout ça, ils étaient laissés à eux-mêmes. Il n'y avait pas de soutien non plus au niveau psychosocial ou au niveau psychologique, comment faire pour interagir avec une personne, etc. Il faut remettre ça aussi en contexte que
tout ça est un apprentissage aussi pour tout le monde, qu'il y a beaucoup de sensibilisation encore qui reste à faire, entre autres dans ce qu'on est en train de se dire, hein, le sentiment d'incompétence, la technologie, l'influence sur la santé mentale, tout ça, j'ai l'impression que ça aussi, ça doit être mis en avant pour du moins expliquer un petit peu ce qui se passe ou de dire que c'est une réalité avec laquelle on doit composer, mais que c'est nouveau aussi. Donc, dans un sentiment de nouveauté, d'imprévisibilité, ben encore là, ça a tendance à augmenter aussi un peu l'anxiété de tout le monde à travers tout ça. Donc, juste de se rappeler aussi que c'est un fait nouveau, puis de garder ça en tête pour oui, développer les bons outils, tout ça, mais y aller aussi à un rythme qui est absorbable, j'ai envie de dire, à un rythme qu'on est capable de prendre aussi. Oui, puis j'allais ajouter en complément de ce que Philippe disait, c'est très important le PASM, là, puis dans le fond, je vais l'expliquer, mais c'est le plan d'action en santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Et je pense que ce que ça a permis pour les établissements qui avaient peut-être pas mis de l'avant ces ressources-là, c'est ça, c'est de voir à quel point la santé mentale est importante, la bonne santé mentale est importante pour la réussite des étudiants et ça a permis aux établissements de mettre de l'avant des outils, des enjeux, des politiques en santé mentale, d'aller structurer aussi tout ça. Donc, je pense qu'il faut le garder en tête. Le plan d'action en santé mentale arrive à sa fin. On espère que le gouvernement va continuer à le mettre de l'avant pour permettre aux établissements de garder ça en priorité aussi et d'être capable de voir. Je trouve ça intéressant la discussion qu'on a aujourd'hui parce que ça nous pousse à voir à quel point ça peut fragiliser pour certaines petites choses. Donc, la maîtrise des outils numériques, les compétences, c'est vrai que ça peut fragiliser pour des étudiants qui vont être aux études. Donc, il faut le garder en tête. Ça reste une priorité. Puis je pense que c'est pertinent. Tu disais, Philippe, tantôt que tout le monde est en apprentissage, là. Puis moi, ça me ramène à cette zone grise aussi où est-ce qu'on se dit, les personnes étudiantes qui vivent de l'anxiété par rapport à l'utilisation des outils numériques ou qui ont du mal à mettre en place des pratiques pour favoriser leur bien-être numérique, vers qui elles vont se tourner d'emblée? J'ai l'impression que ce seraient les personnes enseignantes, mais est-ce que les personnes enseignantes elles-mêmes sont formées pour elles-mêmes favoriser leur bien-être numérique, celui des étudiants et étudiantes? Fait que c'est comme si, effectivement, ça nous amène dans une zone où est-ce que la formation, elle est pas intégrée au curriculum, elle est pas obligatoire. La formation aux outils numériques ou en tout cas le développement de la compétence numérique, c'est pas intégré. Donc, c'est vers qui on se tourne? S'il y a s'il y a vraiment un enjeu psychologique de bien-être, etc., malheureusement, les enseignants sont pas le bon interlocuteur. J'ai envie de dire, idéalement, ce ne seraient vraiment pas les interlocuteurs. Il y a vraiment une distance saine à garder, respectueuse, mais ce ne sont pas à eux d'intervenir dans une situation qui peut être potentiellement problématique en termes de santé mentale. La question, c'est de savoir, on l'a évoqué tout à l'heure, vers qui orienter l'étudiante ou l'étudiant en question. Et là, c'est la fameuse zone grise. Ça m'amène je suis pas une personne enseignante, Florence, tu me corrigeras, mais j'ai une piste, ça revient à ce qu'on disait tantôt au niveau de l'intervention qui va être un peu plus macro. Je pense qu'en prenant conscience de ce qu'on nomme aujourd'hui, sans surcharger ni les travailleurs sociaux, ni les enseignants, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en amont, hein, pour éviter d'avoir des étudiants en individuel, par exemple, qui vont nous consulter beaucoup pour quelque chose qui fragilise leur santé mentale et qui relève de la compétence numérique. On peut mettre des choses en place, que ce soit au niveau des tutoriels ou un cours 101, là, je dis, avant d'entreprendre ses études, nous, on a développé des ateliers à la TELUC, on a développé notamment Odyssée de ma réussite, puis on se rend compte que c'est que ciblé pour les étudiants. On a abordé au départ qui ont un TDAH ou qui vont avoir des difficultés au niveau de l'organisation. Finalement, on s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants sans diagnostic sont venus nous voir en faisant « Non, ça m'intéresse, moi, le contenu de vos ateliers » qui abordent notamment la compétence numérique, mais aussi la gestion du stress, l'organisation, la gestion du temps. On l'a fait sur 3 ateliers. On s'est rendu compte qu'on avait eu énormément de demandes. Et donc, ça nous a permis de faire de l'intervention massive. Puis je pense que ça a évité à certains étudiants de venir consulter en individuel. Et ceux qui avaient des problématiques sous-jacentes plus importantes, eux ont pu faire une demande et se retrouver avec nous en individuel alors qu'il y avait une maîtrise déjà
dans ces ateliers-là. Tu sais. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau du macro puis de l'intervention un peu plus massive chez nos étudiants. Et on pourrait faire la même chose au niveau de nos enseignants de façon différente. Là. Tu sais, fait que je pense que j'aime ce que Florent disait. Tu sais, ça relève pas des enseignants d'aller intervenir au niveau de la santé mentale, mais effectivement, on voudrait qu'ils puissent pister leurs étudiants, par exemple, ben, est-ce que tu sais que tel atelier est donné à ton université? Tu peux aller chercher les outils. T'sais, on voudrait que tout le monde puisse avoir une espèce de cohérence au niveau de l'intervention de ce qu'on a à mettre en place en matière de compétences. Parce qu'il y a beaucoup de ressources de façon générale, mais elles sont souvent peu connues ou mal diffusées. Au niveau plus macro, on a aussi la possibilité en tant qu'enseignant j'ai envie de dire, de faire du judo, d'utiliser des activités assez banales pour sensibiliser, ressensibiliser aussi à certains éléments qui relèvent plus ou moins de la compétence numérique. C'est quelque chose que je fais moins avec des étudiants à la maîtrise ou au doctorat, mais au premier cycle, on peut facilement, dans les forums du cours, ajouter une petite note pour rappeler comment on s'exprime en ligne, ne pas troller, ne pas écrire en majuscule parce que ça peut être senti comme une espèce d'agression involontaire, pas mettre des points de ponctuation, des points d'exclamation, etc. On peut faire des choses comme celle-ci. On peut aussi profiter de lectures spécifiques pour expliquer des lectures guidées, comment faire des recherches qui vont être parcimonieuse, digeste, éviter justement de tomber dans l'espèce d'excès d'information qui va faire en sorte qu'on va se sentir complètement tétanisé à l'égard du sujet à l'égard duquel un étudiant ou une étudiante peut faire une recherche. Voilà, on peut intégrer à certains moments de la formation des petits éléments qui vont renforcer de la compétence numérique. C'est pas simple parce que on revient toujours à la question initiale. Mais j'ai mon cours à donner, j'ai ma matière, j'ai que 12, 13, 14 séances et je peux pas non plus en donner trop. C'est pas simple, ça peut se faire et c'est en ce sens-là que les conseillers pédagogiques, dans ces cas-là, deviennent super importants parce qu'ils vont pouvoir jouer les passeurs de messages. Écoute, Charlotte, dans ton cours X ou Y, tu peux peut-être renforcer cette compétence numérique lorsque tu donnes des lectures en faisant ceci, cela. Une petite fiche, une petite vidéo, ce sera fait pour tes prochains cours, ce sera facile. Et là, il y a un vrai travail de collaboration qui doit se faire avec les différents services de l'université. Philippe, j'avais promis d'être court, ça n'a pas été le cas. Ah non, c'est parfait. Puis moi, je voulais juste revenir sur le sentiment parfois d'isolement de ces personnes-là qui sont aux prises avec ces difficultés-là. Puis souvent qu'on les envoie, ben va lire telle chose et je t'envoie une capsule, tu peux aller sur tel site pour voir telle chose. Et on renforce un petit peu le sentiment d'incompétence de la personne en l'amenant ou utiliser des outils, encore là, numériques. Ça fait longtemps que je travaille dans ce milieu-là quand même, puis j'en démarre pas. Je veux dire, ça prend des humains pour accompagner des humains. Et j'ai l'impression que c'est ça. On peut parfois pour les outiller, mais des fois favoriser encore là ce sentiment d'isolement-là en les envoyant à gauche, à droite dans des outils numériques qui ont de la difficulté déjà à maîtriser. Donc, c'est sûr que comment on peut les outiller davantage. Des fois, quand on rencontre des étudiants en individuel, juste le sentiment d'être entendu, d'être écouté, d'être entendu dans ce qui se passe réellement et d'avoir le sentiment d'être accompagné ou de pouvoir être accompagné et orienté en fonction de leurs difficultés, mais juste ça, on est en train de régler un peu, en tout cas, j'aime à dire qu'on est en train de régler 50% de la problématique parce que la personne se sent justement accompagnée, a le sentiment qu'elle n'est pas tout seule, on brise l'isolement à travers ça, puis on vient aussi normaliser quelque part son sentiment là, de dire je me sens complètement dépassé. Et, oui, on est deux là-dedans à se sentir dépassé et peut-être même plus que ça. Mais au moins de favoriser, je pense, l'intersection, disons, de favoriser cet accompagnement-là, de dire, oui, il y a des humains au bout de la ligne aussi qui peuvent t'accompagner comme humain, sachant que je pense qu'il y a comme une 10-15% des étudiants peut-être qui viennent nous consulter là, en individuel, mais c'est parce qu'ils ont aussi des réels besoins d'accompagnement ou de dire, je me sens incompétent, je me sens isolé dans ces choses-là. Donc, c'est ce qu'ils viennent rechercher beaucoup. Y a-t-il quelqu'un au bout de la ligne? Y a-t-il un humain qui va pouvoir m'accompagner dans ces dédales numériques-là là, pour essayer de s'en sortir? J'en démarre pas pour accompagner des humains. Ça prend des humains.
Oui, puis je rajouterais quelque chose par rapport à Philippe parce que, bon, tu sais, on travaille ensemble, donc on se complète, là, mais effectivement, en individuel, mais ce que Philippe dit par rapport au contact humain, ce qu'on remarque aussi, c'est drôle là, de dire ça, mais quand on fait nos ateliers, évidemment, on les fait à distance, hein, on est dans un contexte à distance, nos étudiants sont partout au Québec. Mais le fait de se retrouver dans un même atelier avec les intervenants, avec des collègues qui vivent la même chose qu'eux, c'est ça qu'ils nous ont dit à la première mouture de notre atelier, c'était comme voir qu'il y a autant de gens qui vivent ce que moi je vis, je peux pas croire que j'étais toute seule tout ce temps-là. Donc, c'est ça qu'ils sont venus chercher, puis ils ont fait, oh mon Dieu, enfin, je me sens compris. Fait que oui, il y avait comme le rôle du professionnel, mais il y avait surtout le rôle humain derrière avec leurs collègues qui ont vécu les mêmes choses qu'eux. Puis donc, Philippe a travaillé aussi sur un gros projet quand on était arrivé à la TELUC qui s'appelle Ensemble à distance. Nous, on cherchait une façon d'avoir une espèce d'aide par les pairs, une plateforme d'aide par les pairs. Comment on allait faire pour faire une espèce de café virtuel. Et donc, à ce jour, tu sais, Philippe a fait un travail excellent. Là. C'est quand même un groupe Teams, fait que ça reste un outil numérique, puis on essaie d'outiller les étudiants à mieux le maîtriser aussi. Mais il y a quand même tout près de 2000 étudiants à ce jour sur ce groupe-là. Et donc, on l'a fait pour eux et par eux. Donc, tranquillement, on essaie de travailler avec eux pour qu'ils le maîtrisent, mais on leur a fait des canaux avec des thèmes pour qu'ils puissent se retrouver. Donc, ils peuvent se poser des questions, ils peuvent s'aider entre eux. Donc, souvent, plutôt que d'aller se diriger vers l'aide professionnelle, ils vont se diriger vers l'aide par les pairs. Donc, ça reste l'humain derrière l'humain, même s'il y a un numérique derrière. Tu sais, on essaie de passer par de faux vivre avec le fait qu'on est quand même, nous, un environnement complètement à distance. Et donc, ça me faisait penser à ça. Tu sais, Philippe a travaillé fort sur ce projet-là et donc, ça fonctionne bien, mais on est conscient, par exemple, ça me fait penser à ce qu'on disait tantôt, on est conscient que la maîtrise de cet outil-là doit être là aussi pour qu'ils puissent l'utiliser adéquatement et se sentir bien. C'est ça qui est ressorti. Fait que c'est toujours une nuance. Donc, c'est ça, on est dans l'équilibre, mais je pense que c'est vraiment pertinent, ces outils-là. Puis il y a des moyens qu'on peut mettre en place pour aider nos étudiants par rapport à ça. Juste pour finaliser, parce que c'est ce qui ressort aussi hein, quand on regarde le groupe qu'on a ensemble à distance là qu'on a mis sur pied, mais c'est encore ça qui ressort. C'est un bel outil tout ça, mais j'ai l'impression que je le maîtrise pas totalement. Je suis pas capable de bien l'utiliser. Comment faire en sorte que je puisse rencontrer un de mes pairs qui est dans le même programme. On a eu beau mettre des systèmes de balisage, des trucs pour faciliter le pairage des étudiants qui vont être balisés par exemple pair aidant ou comme ça, mais reste que l'utilisation de tout ça, c'est ce qui en ressort aussi. On a fait un petit sondage là, récemment, puis ce qui disait, ben, on peut-tu apprendre aussi, est-ce qu'on peut avoir des capsules vidéo sur comment bien utiliser, on peut-tu avoir des tutoriels, etc., encore qui ressortent pour bien maîtriser encore cet outil-là. Fait on fait un pas dans la bonne direction pour essayer d'ouvrir, hein, puis de faire en sorte que les gens se sentent moins isolés, puis qu'ils puissent avoir Mais encore là, c'est un outil technologique qu'on leur offre pour le faire. Et puis, tant que ça, c'est pas bien maîtrisé, ben, on voit aussi tout de suite peut-être des diminutions au niveau de l'achalandage sur même la plateforme, là, parce que ils disent, ben, c'est beau, c'est le fun, c'est une belle coquille, mais je sais pas quoi faire avec. Donc, c'est encore là, c'est comment les outils à bien utiliser tout ça, là. Vous êtes quand même allé vers un outil qui est relativement commun, quand même, parce je trouve ça vraiment intéressant, cette question de, on veut favoriser le bien-être, la bonne santé mentale des personnes étudiantes, enseignantes en formation à distance, mais en ajoutant tout le temps un nouvel outil numérique, un nouvel outil à maîtriser, peut-être qu'on s'en va un peu dans le mauvais sens là, avec Teams. Il y a comme on s'assure en partie, en tout cas, que c'est à peu près bien compris par la majorité des personnes. Peut-être pas tant que ça, finalement. Ouais, c'est pas à négliger, hein, parce que je sais pas pour Florent, mais je pense qu'on va être tous d'accord aux études universitaires ou même au cégep, quand on est dans un programme, on va vivre avec une cohorte, on va beaucoup s'attacher à nos collègues qui vivent la même chose que nous, qui ont les mêmes difficultés que nous, qui vont se ressembler, on va s'entraider, on va avoir ce sentiment d'appartenance-là qui va être assez élevé, qui a quand même un bon pouvoir. Qu'on vit pas en contexte de formation à distance. Donc, nous, on cherchait cette façon-là d'aller attacher les étudiants avec d'autres étudiants qui vivent un peu la même chose qu'eux. C'est de reproduire un peu le sentiment de cohorte, même s'il n'est pas tout à fait réel chez nous. Donc, je pense que ça, c'est très important aussi. Je pense qu'on va finir sur cette note.
créer un sentiment de communauté. C'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup, je pense, dans la formation à distance. Là, on veut se sentir présent finalement, puis ça favorise à la fois le bien-être, la réussite, le développement des compétences. Donc voilà, on finit sur cette belle note. Merci à vous trois d'avoir participé à la discussion. C'est vraiment intéressant. Oui, puis il y aura encore beaucoup à en dire ultérieurement parce qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas évoqués. La surcharge informationnelle, la peur de manquer de l'information. On parle de Feynman-FOMO, d'inégalité, etc. Ça prend une partie 2 au balado, Charlotte. Assurément, c'est noté, c'est noté. Envisageons tout de suite la partie 3. Oui, on se prépare. Merci. Cher auditoire, nous espérons que notre discussion d'aujourd'hui vous aura apporté un nouvel éclairage sur la compétence numérique et la santé mentale étudiante et enseignante en contexte de FAD. Nous vous invitons à porter cette réflexion dans vos propres pratiques pédagogiques. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous continuerons de discuter des facettes du monde de la formation à distance en enseignement supérieur. À bientôt!